Donc, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette sixième visio concernant l'espace RIOF. Aujourd'hui, on a entendu parler, notamment ces 2 dernières années, de nouvelles terminologies, d'actions de formation en situation de travail, les AFEST, multimodalité, réflexivité opérationnelle. Un nouveau vocabulaire qu'on intègre petit à petit dans nos RIOF et puis surtout c'est surtout des nouvelles modalités qu'on intègre dans nos dispositifs. Et donc pour en parler ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir William Weiss du CNFPT qui dans un premier temps va nous exposer un petit peu le cadre réglementaire, également ce qu'on peut entendre derrière des actions de formation en situation de travail. Et puis, dans un deuxième temps, nous pourrons avoir également un retour d'expérience de la notion de réflexivité opérationnelle qui est mise en place dans le ZIS 31 et dont Daniel Jean porte ce projet et puis il pourra intervenir donc du coup dans un deuxième temps. Alors simplement pour rappeler quelques règles de base donc en visioconférence. Pour rappel, donc toutes les personnes qui ne s'expriment pas sont invitées à couper leur micro. Vous pourrez les ouvrir à l'occasion si vous souhaitez vous exprimer. Et puis également, si vous avez des difficultés de bande passante, il suffit pour cela de couper votre caméra et ainsi simplement les personnes qui s'exprimeront auront la caméra allumée. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans les chats et puis je me chargerai de les poser directement aux intervenants si besoin. Voilà, j'en ai terminé avec ces petites règles de base de la visioconférence et je laisse donc maintenant la parole à William Weiss pour la première partie concernant les actions de formation en situation de travail. Barbara Fournival m'épaule aujourd'hui pour diffuser la documentation en même temps. Ah, je suis en visio. Donc, bonjour William, bienvenue. C'est du temps ou c'est... Merci Paul. Effectivement, on va essayer d'ensemble. Ah, je crois que la règle du micro n'est pas forcément toujours facile à mettre en place. Hein. Très bien, je viens de la couper. Je m'en suis occupé. D'accord, merci. Merci pour l'initiative, comme d'habitude. J'ai envie de dire, ce sujet-là, donc c'est un sujet que ça fait déjà pas mal de temps que nous l'évoquons dans notre environnement, dans la corporation, et c'est nécessaire de faire un petit peu un tour sur la terminologie parce que je crois avoir perçu qu'on n'utilise pas forcément toujours les mots qui sont adaptés. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé dans l'amphithéâtre de l'ENSOSP il y a 2 ans sur un mélange de langage sur lequel c'est pas grave, mais ça peut nous attirer quand même quelques difficultés de compréhension et de perception. Donc c'est l'occasion de faire un petit peu un point d'étape. Donc je vous ai préparé une petite présentation. Et n'hésitez pas à interrompre à n'importe quel moment à travers le chat et à poser des questions. Et Paul, je compte sur toi pour les relayer et on va pouvoir le voir. Donc, ce que je vous propose, c'est sur la base du concept de l'AFEST, donc action de formation en situation de travail qui est apparu de manière officielle dans la dernière loi sur la loi Choisir son avenir professionnel. On a l'impression qu'on pourrait faire plein de choses en situation de travail et former nos gens, nos personnels, en particulier dans les SDIS par rapport à ça. C'est pas impossible, mais tout n'est pas possible et nous avons un certain nombre de contraintes sur lesquelles on doit être vigilant. Donc on va faire ce tour-là. Donc là, ce qu'on va voir ensemble, hein, c'est un peu l'ensemble des mots que vous avez sur la présentation devant vous, et on va essayer de faire un peu de démêler le sens de chacun de ces mots, et notamment par rapport à la notion de la réglementation. On peut passer à la diapo suivante. La loi du 5 septembre 2018, elle a changé la définition de l'action de formation. Là, c'est juste un copier-coller du site Segos qui est plutôt bien fourni, y compris sur la FEST. Donc, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Si vous voulez aller plus loin sur cette approche-là, sachez que le site Segos, c'est EGOS, donne beaucoup d'informations sur la compréhension de cet environnement-là.
Je ne vais pas lire les choses pour vous, vous savez lire, hein, mais simplement l'action de formation, elle a un sens extrêmement précis qui parle bien aujourd'hui de la notion d'un parcours pédagogique avec un objectif professionnel, avec une particularité, c'est que ça peut se réaliser en trois éléments. Soit ça se fait en situation de travail, soit ça se fait à distance à travers la FOAD, notamment, ou autre chose, ce qu'on est en train de faire, hein, ça peut être considéré comme situation de formation, ou alors ça se fait en présentiel comme on en a un peu plus l'habitude. Et qu'est-ce qui change? Vous voyez les petites pastilles apparaître, c'est qu'à travers la modalité de formation, il y a plein de façons de faire, le présentiel, partir en mission, faire de l'échange de pratiques, un séminaire, du tutorat, des projets, des voyages d'études. Tout ça, aujourd'hui, c'est considéré comme étant reconnu dans la définition d'une action de formation, contrairement à l'ancienne réglementation qui avait des choses qui étaient beaucoup plus précises, mais qui sont d'un autre temps, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc, il faut déjà savoir que l'action de formation, elle est un cadre réglementaire. On peut passer à l'image suivante. Donc, à partir de là, pour revenir sur notre sujet de départ, ce qu'il faut voir par rapport à nous, en termes de sémantique et par rapport à la législation, c'est que nous, aujourd'hui, un mot qui est communément admis, c'est le mot immersion. Le plus réussi des exemples à cette heure-ci, alors vous le faites probablement dans vos SDIS, mais on l'a beaucoup à travers l'école nationale qui fait l'immersion des officiers dans vos SDIS pour pouvoir parfaire leurs compétences sur un certain nombre de sujets. Si on regarde du côté de la réglementation, parce que là, parfois on va nous dire c'est de l'alternance. L'alternance a un sens réglementaire qui se décline en deux parties. C'est d'une part le fait de dire que l'alternance peut se faire à travers un contrat d'apprentissage ou à travers un contrat de professionnalisation. Mais avant ça, je suis allé un peu trop vite parce que ça, finalement, c'est l'image d'après. Faut savoir que la notion de l'action de formation, donc là, je l'ai repris là sur ce que vous voyez là sur le plan du Code du travail, ça correspond quand même à des choses qui sont plus précises et qui sont normées. Et on voit bien que dans le Code du travail, il a été introduit deux choses. C'est le distanciel. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué dans un certain nombre de séminaires, comme quoi, lorsqu'on fait de la FOAD, par exemple, c'est bien de la formation. Là où il y a un impact pour nous par rapport aux SDIS, c'est qu'une action de formation, c'est considéré comme du temps de travail. Évidemment, je vous laisse faire le parallèle par rapport aux pompiers volontaires. Ça veut dire que aujourd'hui, je sais qu'il y a des pratiques sur lesquelles il y a de la FOAD qui est faite sur le temps libre des gens. Dans le champ du volontariat, il y a des choses sur lesquelles on peut encore discuter. Il y a probablement un certain sens à pouvoir donner. Dans le domaine de nos collègues professionnels, c'est beaucoup plus compliqué et vous pouvez compter sur les partenaires sociaux pour ramener le sujet sur la table à un moment comme quoi la formation à distance que les gens font chez eux, c'est bien considéré comme du temps de travail. Donc il y a bien toutes les notions de responsabilité, de temps de travail, de rémunération, de tout ce qu'il en est derrière. Donc ça, c'est bien précisé par la notion du Code du travail. Et le Code du travail, il précise aussi 4 éléments particuliers pour la FEST. C'est la deuxième partie à droite, hein, comme quoi ça relève, non merci de rester sur celle-là, ça relève sur la notion au départ de l'activité de travail, mais une activité de travail que vous devez adapter à des fins pédagogiques. Donc, pour être très raccourci et très caricatural, il suffirait pas de dire à quelqu'un tu montes dans le VSAV ou tu montes dans le fourgon, tu montes dans le VTU et puis tu apprendras, tu verras des choses à l'intérieur de ce que tu apprends. C'est une version un peu caricaturale, je l'admets, mais il doit y avoir une dimension pédagogique qui est réfléchie, qui est structurée. Et on voit bien que dans le Code du travail, il précise également dans le 3e alinéa que, en plus de situations de travail qui ont été transformées en situation pédagogique, il y a une phase réflexive obligatoire qui doit être mise en place derrière pour capitaliser ce que la personne elle a appris en agissant. Et la 4e particularité, là aussi où la FEST est normée, c'est qu'il y a des évaluations particulières qui ont été préalablement mises en place pour pouvoir mesurer le développement des compétences de l'individu. Alors tout ça, c'est pour attirer votre attention sur le fait que la FEST, c'est pas qu'une pratique pédagogique, c'est une modalité pédagogique, mais qui est quand même cadrée par des règles par une approche réglementaire. On peut passer cette fois-ci à la diapo suivante. Et c'est là où je refais le lien avec la notion de ce qu'on appelle l'alternance chez nous, où on va parfois dire allez, on met les gens en immersion, on fait de l'alternance, ce genre de choses. Là aussi, le vocabulaire est extrêmement précis. L'alternance, c'est bien là,
encore une modalité pédagogique qui va se faire dans 2 cadres particuliers. C'est ce qu'on appelle le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation, dans notre environnement, on l'exclut d'office parce que de toute façon, ça ne concerne pas le public, et c'est uniquement les employeurs assujettis au financement de la formation professionnelle qui peuvent s'engager dans la notion d'un contrat de professionnalisation. Et le contrat d'apprentissage, aujourd'hui, il n'est pas ouvert aux pompiers professionnels, d'où part la notion du statut particulier, qui prévoit que la personne doit faire une formation d'intégration dans le cadre des règles qui sont prévues à la fois par la fonction publique et par nos statuts particuliers. Et le contrat d'apprentissage correspond à des choses extrêmement spécifiques que vous avez sous les yeux sur la notion d'un contrat de travail, de l'acquisition d'un diplôme d'État ou d'un diplôme à finalité reconnue au RNCP, ce qui n'est pas notre cas. Et il y a des conditions d'âge, il y a un maître d'apprentissage qui est désigné, qui est payé, qui est rémunéré, qui a été formé par rapport à ça. Et l'apprenti, il a un salaire avec un pourcentage du SMIC par rapport à sa tranche d'âge et tout. Donc, quand on utilise le mot alternance, vous voyez que ça ne correspond pas au cadre réglementaire qui est prévu sur la partie nationale. On peut passer à la diapo suivante. Donc nous, ça nous amène, cette fois-ci, j'ai essayé de vous synthétiser un peu par rapport à notre environnement en particulier. Donc on a une colonne qui est à gauche qui concerne le pompier volontaire et celle qui est à droite qui concerne le pompier professionnel. Et il y a une distinction réglementaire sur le plan des deux. Là, ce que je vous évoque, c'est toujours de rester sur la partie, pour l'instant, purement réglementaire pour comprendre ce que techniquement et pédagogiquement on peut réussir à faire derrière. Aujourd'hui, on a 3 grandes catégories d'activités dans nos métiers. On a les activités opérationnelles, donc d'équipier à chef de site, et puis on a les activités d'encadrement, de sous-officier de garde jusqu'à chef de groupement. Je mets à part tout ce qui est la formation relative au colonel qui n'entre pas dans le champ de ce que je vous évoque ce matin. Et puis on a une 3e catégorie, c'est les spécialités, qu'elles soient opérationnelles ou fonctionnelles, mais on a la notion de ces spécialités-là. Ce qu'il faut voir dans un premier temps, et ce qui nous contraint, pour certains, vous allez voir que je ne fais que me répéter, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde bien dans la réglementation, nous ne pouvons pas envoyer un agent, qu'il soit pompier professionnel ou un sapeur-pompier volontaire dans le cadre d'une activité en mission, de manière autonome et conforme dans l'effectif normalisé du véhicule, s'il n'a pas la compétence qui lui a été délivrée. Donc ça, c'est un premier cas. Donc ça, c'est marqué où? C'est marqué dans nos statuts. C'est-à-dire que la personne, pour pouvoir exercer l'activité 2, elle doit être qualifiée 2. Donc ça, c'est une contrainte déjà extrêmement forte, qui est complètement bloquante. On va voir qu'il y a un certain nombre de subtilités sur lesquelles on peut nous permettre de continuer à réfléchir sur le sujet, mais c'est pas négligeable. Et comme je le disais il n'y a pas très longtemps encore, y compris dans une visio avec certains d'entre vous, c'est quand même ce qui protège notre directeur, notre gouvernance, des affaires qui finissent au pénal. Et on en connaît probablement tous. Aujourd'hui, engager un personnel sur une mission sans que la personne dispose de la compétence, c'est un risque juridique non négligeable pour la gouvernance. Une petite particularité pour les pompiers volontaires, puisqu'il y a la position d'apprenant. Donc celle-là, elle a été légiférée, elle a été mise dans la réglementation, mais quand vous regardez bien la réglementation de l'apprenant, c'est bien quelqu'un qui est dans une position pour parfaire son apprentissage et apprendre, mais il y a des conditions qui sont précises, c'est qu'il doit être tutoré, et qu'il y a bien quelqu'un qui le gère, et que la personne, elle n'est pas autonome opérationnellement. Donc là, on a une porte qui est ouverte sur les modalités relatives à la FEST par rapport à nos pompiers volontaires, à la notion d'apprenant. Là, on a quelque chose qui est réalisable. En revanche, dans le champ du professionnel, sur les activités opérationnelles, la porte, elle est un peu plus fermée, mais ça n'empêche pas qu'on peut continuer à réfléchir. Là où nous sommes, nous avons aussi une contrainte réglementaire, et là je fais le lien entre le statut, l'arrêté formation et les référentiels qui ont été élaborés derrière, c'est que si vous prenez les référentiels d'évaluation, dans les référentiels d'évaluation, en face des blocs de compétences et des différentes compétences, vous avez 2 positions. Vous avez la notion de la pondération,
où ça doit être acquis, ou alors ça peut être considéré comme envoi d'acquisition. Et en fait, c'est là où on a une fenêtre de tir potentielle sur la notion de la FEST. C'est que tout ce qui doit être acquis avant d'exercer l'activité opérationnelle, là, on peut pas. On peut pas dire que la personne, elle va être dans le véhicule conforme à l'effectif normalisé pour pouvoir travailler et en même temps apprendre. En revanche, toutes les compétences aujourd'hui, dans l'état actuel de la réglementation, qui sont en voie d'acquisition, qui peuvent être, le diplôme peut être donné alors que c'est en voie d'acquisition, ça peut faire partie d'un programme qui viendrait après la formation d'intégration ou la formation de professionnalisation et qui viendrait se mettre dans la place en utilisant la modalité de travail AFEST pour pouvoir parfaire la compétence de l'individu. Et dans ce cadre-là, il rentre dans le champ de l'effectif normal du véhicule. Est-ce que jusque-là, tout est assez explicite ou est-ce que ça vous amène à des premières interrogations? Alors pour le moment, William, j'ai pas vu encore de questions dans le chat. Hein. Je répète pour ceux qui sont arrivés en cours, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je les relayerai à William pendant son intervention. Bien, bah écoutez, je poursuis. Donc là, j'étais sur les activités opérationnelles. Sur les activités d'encadrement, si vous reprenez les référentiels d'évaluation, là, vous voyez, il y a quelque chose de particulier, c'est que tout, de mémoire, mais ou quasiment tout en tout cas, une très grande proportion, mais je crois que c'est tout, sont des compétences qui peuvent être acquises, qui ne sont pas obligatoirement acquises pour pouvoir disposer de la qualification. J'espère avoir été clair, même si je l'ai dit dans l'autre sens. Donc, à partir de là, ça nous ouvre un nouveau champ. Ça nous ouvre une nouvelle possibilité. Donc, les activités d'encadrement, hein, je rappelle, pour nous, ça va être pour vous, dans les SDIS, ça vous limite à sous-officier de garde. Et pour l'école nationale, ça voudrait dire que c'est à partir d'officier d'encadrement, officier de garde, jusqu'à chef de groupement, où là, cette fois-ci, on a une capacité réglementaire, donc derrière pédagogique, qui permet de mettre en place cette modalité de formation s'apparentant à la FEST. Puisque on peut créer des situations de travail, vous dans les SDIS, quand vous allez vouloir former un sous-officier de garde, vous pouvez le mettre en position de situation de travail sur lequel vous aurez eu une réflexion pédagogique en amont. On va voir la notion du tutorat ou de la personne ressource derrière qu'il peut avoir. Et vous pouvez, en ce moment-là, la laisser exercer sa fonction et puis mettre en place les fameuses phases réflexives qui sont attendues dans le concept de la FEST pour pouvoir la former et l'accompagner par rapport à ça. Donc là, on voit bien qu'il y a une différence importante sur l'activité opérationnelle et l'activité d'encadrement. Sur les spécialités, là, on est dans la même contrainte que les activités opérationnelles. Aujourd'hui, quand vous regardez la réglementation, on ne peut pas exercer une spécialité sans en avoir la compétence, la qualification. Donc à partir de là, on est coincé de la même manière que pour les activités opérationnelles. Et la seule marge de manœuvre que nous pouvons avoir, alors sur les spécialités, c'est même encore plus compliqué, hein, parce que parfois on a encore des GNR qui sont donc pas du tout écrits sous la forme des référentiels actuels. Et la seule marge de manœuvre que nous pourrions avoir, ce serait d'utiliser sur des compétences qui ne doivent pas être acquises avant d'être diplômés, qui pourraient être en voie d'acquisition. Et à ce moment-là, sur ces compétences-là ou sur ces blocs de compétences-là, vous pourriez mettre en place le concept de la FEST sur les différentes spécialités. Donc voilà le point réglementaire, d'une part la législation du travail qui évoque la notion de la FEST, et le parallélisme par rapport à notre organisation de la formation chez nous sur les 3 domaines de formation, activité OPS, activité d'encadrement et spécialité. Après, on va rentrer dans d'autres détails, mais il y a peut-être des questions à ce stade. William, moi, j'avais une petite question. On dit que donc il est difficilement envisageable de compter l'apprenant dans l'effectif pour les activités, dans l'effectif du véhicule pour les activités opérationnelles. Mais si jamais, par exemple, il vient en plus, par exemple, s'il est 4e au VSAV, un VSAV qui décale habituellement à 3, qu'en est-il dans ce cas-là?
Allô, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ouais, c'est bon pour moi. Ouais, ouais, Alex. Désolé, hein, on a eu un petit problème technique. c'est une mauvaise question. Une coupure de son général. Bon, ça semble être revenu. Désolé hein, pour ce petit problème technique. Donc, je ne sais pas si William, tu avais entendu ma question tout à l'heure. Ça concernait si donc la personne qui vient en plus dans l'engin, qui est par exemple une personne qui est en quatrième au VSAV, est-ce qu'on peut la considérer comme en plus de l'engin sur des activités opérationnelles et donc du coup comme apprenant? Ça remarche, ça fonctionne, c'est... Oui, William, ça D'accord. remarche bien. Je ne sais pas si tu as entendu ma question. Oui, j'ai entendu, désolé, j'ai été déconnecté, je sais pas ce qui s'est passé. Oui, alors je reviens sur ce que j'évoquais, c'était le fait de dire que le pompier volontaire, lui, en quatrième, il est dans le cadre de la réglementation, dans la position d'apprenant. Aujourd'hui, c'est pas prévu pour le pompier professionnel. Euh, il faudrait voir, donc là je peux pas répondre à la place de la DGCGC, quelle est la position par rapport à ça, mais réglementairement, c'est aujourd'hui pas prévu. C'est pas le sens de la réglementation. Aujourd'hui, ce qui avait été prévu, alors j'ai plus la date du texte sur le pompier apprenant, mais c'est pas tout jeune, hein, c'est plutôt déjà âgé. Euh, L'idée, c'était d'accélérer la formation justement des pompiers volontaires par rapport à ça. Alors que chez le pompier professionnel, il y avait une tendance naturelle à l'époque où le texte avait été écrit de dire il fait sa formation d'intégration et dans la formation d'intégration, il développe la compétence de l'équipier secours à personne. Donc à partir de là, il intervient. Donc le schéma de pensée de l'époque n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. Donc là, euh, sur le plan réglementaire, on est contraint. Il y a une faille, il faut voir comment on pourrait voir pour l'ouvrir. Euh, mais on est un peu coincé, vous l'aurez compris à travers ma réponse. Est-ce qu'il y avait d'autres interrogations, Paul? Alors, j'ai pas vu d'autres interrogations dans le chat pour le moment, ni de main levée. Moi, j'avais une petite question concernant justement les actions de formation en situation de travail. Est-ce que finalement, si on lit de la réglementation, lorsqu'on va faire des mises en situation professionnelle en CIS, est-ce qu'on n'est pas sur une mise en situation, ce qu'on appelle une action de formation en situation de travail également? Alors là on peut remettre la présentation et la page là où j'en étais, ou la page d'après plutôt. Donc sur la page d'après. Donc là, je vous ai remis la notion des critères réglementaires de la FEST. Donc l'analyse de l'activité avec une adaptation pédagogique de l'activité. Mais en fait, c'est là où c'est complexe par rapport à notre environnement. Parce que nous, si on raisonne sur l'activité de l'équipier secours à personne, si on voulait parler d'AFEST, ça voudrait dire que la personne, elle est dans le véhicule, elle part en intervention, elle le fait pour de vrai. Quand on est sur de l'AFEST dans le monde du travail, dans la formation professionnelle, entre guillemets, normale, hors pompier, ça veut dire que la personne, elle exerce réellement son métier et en même temps qu'elle l'exerce, elle l'apprend. Et nous, par rapport à ce que je vous évoquais avant, bah, finalement, on est contraint. Nous, on a tendance à utiliser la terminologie AFES en se disant, nous, on fait des mises en situation professionnelle, donc on est proche du concept de l'AFES. Mais si on prend l'AFES sur le plan réglementaire à proprement parler, non, on est en décalage. Là où on pourrait faire de l'AFES, c'est ce que je vous ai évoqué avant, c'est sur tout ce qui est relatif à l'encadrement, les activités d'encadrement, de sous-off de garde à chef de groupement. Là, on peut pleinement rentrer dans l'esprit de la réglementation. Maintenant, le choix qui a été fait depuis 2013 sur nos approches pédagogiques, se rapproche du concept de la FEST, puisqu'on crée par définition des situations pédagogiques proches de la réalité, sauf que c'est pas la réalité. Et la difficulté, c'est qu'il est aujourd'hui pas forcément envisageable ou imaginable, réfléchissons collectivement, de dire je vais prendre quelqu'un sur une mission de secours à personne et il va apprendre en faisant.
Déjà, au niveau du tribunal, on pourrait être considéré comme un exercice illégal, si je peux me permettre, si la personne n'est pas diplômée. Et vous imaginez bien que dans notre concept à nous, de dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas diplômé pour faire tel ou tel geste technique en secours à personne, il y a une prise de risque qui est non négligeable, y compris en incendie. On a un domaine d'activité qui est particulier et qui n'est pas forcément propice à la FEST dans le sens réglementaire du terme. Je dis bien dans le sens réglementaire du terme. En revanche, on peut avoir des dimensions pédagogiques qui sont intéressantes sur lesquelles on s'en rapproche. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous proposer un peu la définition du formateur de la FEST, et vous verrez qu'aujourd'hui, nos accompagnateurs de proximité ou nos formateurs accompagnateurs ont une dimension très proche de l'approche de la FEST. Donc, il faut nuancer pour nous la différence entre la notion de la FEST réglementaire par le Code du travail et la notion des environnements pédagogiques, dans le sens où on est proche, nous, de la notion de la situation de travail que nous recréons et qui n'est pas la situation de travail. Alors justement, il y avait une réflexion de Fabrice Riquert dans le chat, justement à ce sujet, disant qu'il est possible de déconnecter la FEST de la production en transformant l'organisation du travail, et la simulation est, lui semble-t-il, un dispositif à FEST, notamment pour créer des situations avec un potentiel formatif, comme évoqué dans le rapport d'expérimentation de 2018 pour les activités de service. Oui, Fabrice a raison, avec une différence, c'est aujourd'hui quand on prend la FEST dans le monde non pompier, les personnes sont en train de travailler et de produire. C'est le sens du code du travail. Et nous, la différence, c'est que, comme si j'ai bien compris dans la phrase qui a été dite, c'est une reproduction et non pas une réalisation qui est de la production. Mais là, on est sur de la sémantique et de la notion de mots. Et lui, il a raison, sauf que c'est pas une vraie situation de travail. C'est pas quelqu'un qui part au VSAV ou au FPT et puis qui va agir en tant qu'équipier dans chacun de ses véhicules en étant autonome professionnellement ou pour le pompier volontaire sur l'activité. C'est là où il y a une petite différence qui fait que le mot AFEST, on peut en utiliser le concept, mais de là à dire qu'on fait de la FEST dans le sens réglementaire du terme, il y a un pas qui n'est pas évident sur le plan réglementaire. William, du coup, on ne peut pas utiliser la terminologie AFEST. Alors, imaginons une équipe apprenant qui partirait donc en 4e au VSAV. Est-ce qu'on pourrait imaginer quand même une modalité de formation en qualité du coup d'observateur de sa part, et on rentrerait pas dans le cadre AFEST là dans ce cas-là? Par rapport à ce que tu viens de dire, là où il y a une modération, c'est notamment la situation de nos pompiers volontaires apprenants. Où là, on a une approche différente, où notre pompier volontaire apprenant, lui, est typiquement, cette fois-ci, la dimension AFEST, elle a du sens. Alors, là où c'est paradoxal, elle a du sens, sauf que l'AFEST, c'est défini dans le Code du travail, et je vous fais pas le schéma, mais la formation du pompier volontaire ne relève pas vraiment du Code du travail. Donc là, il y a encore quelque chose d'ambiguïté extraordinaire. Mais oui, mais aujourd'hui, c'est régi par le fameux arrêté qui parle de cette dimension d'apprenant, pour le pompier volontaire, pas pour le pompier professionnel. Ça, c'est peut-être une évolution réglementaire sur laquelle il est possible de travailler, mais je ne peux répondre à la place de mes collègues sur ce sujet. Mais c'est une voie, c'est probablement une voie. Mais la personne, elle est bien sous la responsabilité. Par rapport à ça, ce que je vous propose, en attendant les questions suivantes, c'est alors dans l'image suivante, on a quelques mots sur lesquels on n'est pas encore forcément rentré, mais qui font souvent partie de ce paysage-là. Et là, je vous propose aussi un petit éclaircissement, entre guillemets, même si ce que je vais vous évoquer n'est pas une vérité vraie, puisque c'est un domaine dans lequel aujourd'hui il y a des acceptations un peu différentes à gauche à droite, mais il y a quand même des consensus sur la définition d'un certain nombre de choses. Le mot immersion, il n'a pas de sens pédagogique, il n'a pas de sens réglementaire, mais son mot suffit à lui-même, et aujourd'hui c'est la formule probablement la plus adaptée et la plus sage sur le fait de dire que l'immersion, c'est un moment où on va aller voir ce qui se passe pour de vrai. Mais dans l'immersion,
on est encore dans de l'approche de compréhension, on n'est pas dans l'exercice d'une activité réelle. Donc ça reste un peu différent. Et sur la notion de tutorat, coach, mentorat, et c'est là où on va faire le lien avec la particularité de la personne qui va s'occuper des actions de formation en situation de travail. Donc je propose dans l'image suivante 3 approches qui expliquent un peu la différence entre ces 3 domaines-là. Oh, elle est pas belle l'image, c'est pas grave. Parce qu'il y a des nuances assez fortes entre le tuteur, le coach et le mentor. Je vous laisse regarder, lire et poser un certain nombre de choses. Le tuteur, ce que je vous propose, c'est plutôt d'aller tout de suite sur les exemples qu'il y a en bas. On peut prendre le tuteur, c'est un chef de salle qui va développer les compétences d'un futur chef de salle. Il le prend, il le développe, et là, on est bien sur la notion d'un tutorat, c'est bien quelqu'un qui a un rôle de tuteur, parce que dans le tuteur, le rôle du tuteur, c'est de faire acquérir des compétences explicites d'un référentiel que la personne dispose elle-même. Donc là, on est bien sur un chef de salle qui va tutorer un futur chef de salle et qui, sur la base de ses propres compétences et de l'accompagnement pour lequel il a été formé, il va pouvoir développer les compétences. Le coach, on est dans un environnement complètement différent. On n'est pas sur des compétences explicites, on est sur des compétences explicites et implicites, et ça peut être une personne ou ça peut être un groupe. Et généralement, c'est quelqu'un qui est extérieur à la structure. On est rarement coach pour son organisation à soi. J'ai pris l'exemple de coacher une équipe de direction pour que l'équipe de direction apprenne à être efficace ensemble. Le coach, il a une notion de performance. L'objectif, c'est de pouvoir améliorer la performance d'un groupe ou d'une personne. Dans la réglementation actuelle, le coach a tendance aujourd'hui à avoir une formation certifiante. C'est un environnement dans lequel on n'est pas beaucoup, nous, aujourd'hui, dans les SDIS. Pour le coach, il y a une convention tripartite. Il y a la hiérarchie qui a fixé les objectifs de performance, il y a le coach qui en dispose et le coaché ou les coachés qui savent vers là où on veut aller. Comparativement à côté, si je reviens sur le tuteur, lui, il a des objectifs en termes de compétences à développer par rapport à un référentiel qui est prévu. Le tuteur, il a une position hiérarchique parce qu'en plus de ça, c'est lui qui va évaluer la personne. Le coach n'est pas dans la même approche. Faut savoir que le tuteur, aujourd'hui, c'est précisé dans le code du travail, dans le cadre de tout ce qui est apprentissage ou ce genre de choses, il y a une indemnité. Si on voulait faire un parallèle par rapport à notre environnement, le coach, on va passer un contrat avec un coach et puis on va le payer par rapport à ça. Le tuteur, c'est quelqu'un qui relève de notre institution et qui va être payé en plus de son travail normal pour pouvoir faire cette fonction de tuteur. Et à l'inverse, tout à droite, on a un autre mot qui est encore pas beaucoup utilisé dans notre environnement, mais sur lequel on aurait un potentiel extrêmement intéressant. C'est ce qu'on appelle le mentor. Alors là, la notion du mentorat et du mentor, c'est complètement différent. C'est quelqu'un qui va travailler sur des compétences exclusivement implicites et non pas explicites. Ça ne relève pas d'un référentiel. L'exemple que je vous ai mis en bas, là, c'est un officier supérieur dans un SDIS, il va avoir pour mission d'être le mentor d'un autre officier qui ne serait pas un officier supérieur, mais qui est en devenir, et il va être son mentor pour l'aider à développer des compétences plutôt comportementales et transversales pour pouvoir un jour devenir à terme un autre officier supérieur. Là, le cadre, il est particulier parce qu'il ne doit pas y avoir de relation hiérarchique. Donc, ça voudrait dire que dans un SDIS, si un jour un officier supérieur est un mentor, il doit être le mentor de quelqu'un qui n'a rien à voir avec son SDIS à lui ou son environnement direct. Ça doit être plutôt quelqu'un qui est dans un autre service ou dans un autre groupement. Le mentor, là, à l'inverse, il n'y a pas du tout de notion d'argent puisque c'est une relation de don. Il y a un système particulier qui s'appelle le don dans le mentorat. C'est du don contre don, puisque en général, dans le mentorat, les deux vont apprendre quelque chose. Le mentor apprend des choses, et puis le mentoré apprend des choses également. Et là, cette fois-ci, il y a une charte d'engagement, mais elle est bipartite. Il n'y a pas d'objectif mesurable, et il y a une notion de confidentialité de ce qui se passe entre le mentor et le mentoré qui doit être très forte. En fait, il y a tout un concept au niveau du mentorat qui est très intéressant. Je n'ai pas forcément connaissance de développement du mentorat au vrai sens du terme dans les SDIS, mais il y a des choses extrêmement intéressantes. Dans la notion du mentor, en général, si je vous dis qu'il n'y a pas de relation hiérarchique, il y a quand même souvent une notion de dire que le mentor est souvent à un niveau hiérarchique
de type 2 fois supérieur, ou du moins 2 niveaux au-dessus de la personne qui se fait mentorer. Donc c'est bien quelqu'un qui a de l'expérience et qui est en capacité d'apporter beaucoup de choses de vie par rapport à ça. Il y a une sensibilisation sur la notion du mentor, mais il n'y a pas une formation de mentor à proprement parler. Mais dans tous les cas, que ce soit le tutorat, le coaching ou le mentorat, c'est un projet global par rapport à un établissement, une collectivité. Ça répond pas comme ça des initiatives de gauche à droite. Donc, si je refais le lien par rapport à notre sujet, on revient sur la FEST à proprement parler. On voit bien que la FEST, c'est plus le tuteur qui répond à la notion de profil par rapport à la personne qui peut accompagner quelqu'un dans la formation en situation de travail. Donc ça veut dire qu'à un moment, c'est à nous de mettre en place toute cette dimension de tutorat. Et si on regarde aujourd'hui la terminologie de la FEST, c'est créer des situations de travail avec des visées pédagogiques et mettre en place de la réflexivité. J'ai l'impression que ça résonne pas mal quand même par rapport à ce qui a été écrit en 2013 sur autant l'accompagnateur de proximité, qui est un peu le sens de ça, que le formateur accompagnateur. Donc on retrouve bien dans nos deux concepts d'accompagnateur de proximité et de formateur accompagnateur des postures qui s'approchent de la dimension du tuteur qu'on peut retrouver dans l'action de formation en situation de travail. Donc on a tout un environnement qui nous permet de nous approcher du concept de manière globale. Il y a juste une grosse particularité, c'est notre métier ne fait pas partie des... Ah zut, j'ai le mot qui ne me revient pas. Comme les avocats, ce genre de choses, ça va me revenir. C'est pas une profession réglementée dans le sens, voilà, c'est ça. C'est pas une profession réglementée dans le sens juridique du terme, mais néanmoins, on ne peut pas pratiquer, à travers ce qui est précisé dans nos statuts et dans nos arrêtés formation, un certain nombre d'activités sans en disposer de la compétence. C'est là où on a la contrainte et c'est là où on doit réussir à jouer. Et là où on peut jouer, c'est sur toutes les compétences qui ne sont pas obligatoirement acquises avant de disposer du diplôme. Donc voilà un peu le point global aujourd'hui sur l'action de formation de situation de travail réglementaire définie par le Code de travail et la jonction qu'on peut avoir, nous, par rapport à notre environnement SDIS. Merci beaucoup, William. Donc, nous avons des questions dans le chat de Anthony et d'Emmanuel. Alors, Anthony, je vais te laisser prendre la parole parce que je suis pas certain d'avoir bien saisi la question. Je te laisse la dire de vive voix. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Très bien. On t'entend bien, Anthony. Très bien. Ouais, c'était fait exprès, je suis pas clair comme ça, je m'entends mieux quand je parle. Non, et au niveau des textes, on parlait de sapeurs-pompiers professionnels pour les situations d'AFES. De mémoire, sur le texte de terre, c'est-à-dire que l'agent, avant d'avoir validé la formation correspondante, ne peut exercer en autonomie, j'ai le terme d'autonomie qui me revient, en autonomie, les fonctions inhérentes à l'activité opérationnelle. Mais donc, si on rajoute, sans parler de statut de pompier apprenant comme pour les SPV, parce que là, c'est explicite, mais si on ajoute un agent en quatrième sur un poste non technique où il n'y a pas de geste technique réalisé, par exemple, de formation chef d'agré une équipe, avec un chef d'agré en titre, l'agent n'est pas considérable en autonomie dans l'exercice de la fonction, puisqu'il y a un chef d'agré derrière. Et pour moi, même pour les professionnels, ça nous ouvre une voie une voie d'entrée dans la feste, puisque certes, il y a le texte, on parle pas d'apprenant chez les pompiers professionnels de statut de pompier apprenant, mais à contrario, on l'interdit pas non plus. Voilà, sur la lecture. Oui, Anthony, c'est vrai. C'est vrai, maintenant, je suis pas capable de me mettre à la place du juge. Je suis pas sur un principe habituel de parapluie, parasol et tout ce qu'il en est et tout, mais à un moment, on a quand même une mission, c'est celle de protéger notre directeur par rapport au risque de mise en cause. Donc, oui, la réflexion, elle est juste, sauf qu'à un moment, si un juge y va regarder, il va dire chez le pompier volontaire, c'est précis, c'est marqué par la réglementation, chez le pompier professionnel, on trouve ça nulle part. Déjà, premier élément de comparaison qui peut, à un moment, peut-être être un domaine d'interrogation. Après, là où c'est vrai que où on peut, entre guillemets, sécuriser l'affaire, c'est d'être bien sûr que la décision opérationnelle ou l'acte technique qui va être fait
sera bien sous la responsabilité du vrai chef d'agré et non pas sous la responsabilité de celui qui est dans une posture d'apprenant. Là, va falloir être blindé aussi, entre guillemets, pour protéger l'environnement juridique, quoi. C'est plutôt là, hein, nous avons collectivement le rôle de protection de notre institution. C'est là où j'attire votre attention, sur lequel il faut mettre en place un dispositif avec pas mal de vigilance par rapport à ça, quoi. Mais oui, il y a une piste à creuser, quoi. Et peut-être qu'une des pistes, il faudrait là en discuter avec François Gros ou Angélique, c'est peut-être qu'à un moment, que quelque chose de réglementaire puisse venir dire que le pompier professionnel, à l'instar du pompier volontaire, peut aussi avoir cette dimension d'apprenant dans un cadre sécurisé. Parce que finalement, pour le pompier volontaire, on a le cadre sécurisé, mais on l'a pas pour le pompier professionnel. Ouais. Très bien, merci. Merci beaucoup, William. Une question d'Emmanuel du 1076. Serait-il envisageable, alors je crois que ça va rejoindre un petit peu, hein, serait-il envisageable d'avoir un conducteur VSAV, chef d'agré une équipe, et le chef d'agré en AFEST? Donc ça rejoint un petit peu la question d'Anthony. Je pense que la question va être vraisemblablement, la réponse risque d'être vraisemblablement similaire. Alors, effectivement, il y a une similitude entre les deux, mais là où j'attire votre attention, c'est que autant dans l'équipier, dans le chef d'équipe, la dimension de l'apprenant et de la FEST peut avoir une place de plus en plus intéressante, autant plus on va monter dans la notion du grade et dans la notion de la fonction de chef d'agré, chef de groupe, chef de colonne, ça me paraît de plus en plus chaud, entre guillemets, au passage, parce que comment réussir à protéger notre institution et à sécuriser l'environnement pour dire que la décision qui est prise, c'est bien la décision de celui qui a la fonction de COS au sens réglementaire du terme, et que c'est pas la personne qui est à côté. Là, il y a une espèce de mélange de genres qui peut être un peu chaud quand même, quoi, hein. Je comprends ce que vous avez derrière ces idées-là, hein, c'est intéressant, il y a peut-être des choses à développer, mais là, c'est vraiment là où il faut qu'on réfléchisse collectivement, c'est sur la notion de la responsabilité, quoi. Parce qu'à un moment, comment peut-on, je pose une question, hein, c'est un débat ouvert, comment peut-on en même temps imaginer que quelqu'un va se mettre en posture de COS et va prendre une décision, mais qu'en même temps, la décision, elle va relever de quelqu'un d'autre, de celui qui est réellement en fonction. Il y a peut-être des pistes à trouver, hein, je suis peut-être pas assez imaginatif par rapport à ça, mais ça me paraît un peu compliqué. Si on fait un parallélisme par rapport à, par exemple, avec la médecine, où vous avez les internes. Les internes, ils sont bien en situation de travail et en formation. Eux, ils sont pleinement dans le concept. Sauf que vous regardez la majeure partie du temps, quand un interne prend une décision, au préalable, elle est soumise au senior, qui va conforter ou qui va positionner autre chose par rapport à ça. Donc c'est là où c'est vigilant, parce que nous, dans nos missions, même si ça fait quelques temps que je pars plus dans les véhicules, je crois que la prise de décision, elle est quand même extrêmement rapide, et le temps de la réflexion, il existe, il est là, mais il est rarement non plus d'un temps où on a le temps de pouvoir justement faire cet aller-retour entre les deux, quoi. Il y a une, je me répète, mais je pense qu'il y a une vigilance assez forte à avoir, quoi. Très bien. On a une question de. Alors, il y a beaucoup de questions qui tournent forcément autour de ça, hein. Et puis Sylvain, alors, qui dit afin de découvrir le contexte opérationnel de nos nouvelles recrues, donc 4e au VSAV avec gilet d'identification sapeur-pompier apprenant. Aucune action réalisée, ne serait-ce pas adaptable à tous les emplois, activités et selon les obligations réglementaires? Alors justement, William, ce que tu disais, c'est que aujourd'hui, il y a pas de texte qui encadre ça, hein, au niveau des sapeurs-pompiers professionnels. Une question d'Alexandre, dans l'idée du coup de mettre un chef d'agré, une équipe SPP en 4e, avec un titulaire, donc son tuteur en qualité de COS, reste une bonne idée. Alors c'est William, je crois que tu viens d'apporter des éléments, mais ça reste malgré tout assez flou pour le chef d'agré une équipe, mais c'est peut-être une piste, hein, c'est ça?
En fait, je vois les questions là. C'est l'idée de mettre le futur CA SPP en quatrième, ça peut être une bonne chose, mais et par rapport à la question qui était avant, c'était sur le fait de voir l'environnement, ça peut être une bonne chose, mais c'est la difficulté, c'est mais sur l'activité, sur la mission, qui va prendre la décision et dans quelle temporalité. Je ne sais pas si on a beaucoup de place pour l'indécision et l'apprentissage. Alors je fais comme ci ou je fais comme ça ou ce genre de choses. Après, j'attire votre attention aussi sur une autre particularité, c'est on a une mission de service public, on est face à des citoyens qui sont généralement en détresse. Qu'en est-il de la capacité du citoyen, de surcroît aujourd'hui où il n'hésite pas à nous mettre des affaires sur le dos à travers les assurances ou à travers le pénal, de dire là le quatrième finalement il est pas vrai, c'est un apprenant et il peut pas faire les gestes de ce qu'il en est ou l'autre. Donc il y a une histoire d'image aussi par rapport à l'extérieur. Et la deuxième particularité, c'est aussi, je me souviens quand même des interventions, c'est qu'à un moment, quand on va être 4 par rapport à ce qu'on peut trouver devant soi, ou quand on va être 6 ou 7, ou c'est le 7e au fourgon, ce genre de choses, est-ce qu'on est vraiment en capacité de toujours maîtriser le fait qu'on ne va pas impliquer réellement la personne parce qu'il y a le taf, parce qu'il y a des choses qui sont vraies, et qu'à ce moment-là, on va demander à la personne de faire des choses à son compte directement, et que le tuteur, finalement, il est réellement impliqué dans la mission, il n'a pas le temps de s'occuper de la personne qui est en situation d'apprentissage. Il y a des prises de risques qui sont pas négligeables par rapport à ça, quoi. C'est il faut être vigilant, quoi. Il y a si vous mettez par exemple un 7e dans le fourgon avec quelqu'un qui va tutorer ce 7e là et puis il arrive sur une mission importante où finalement tout le monde a énormément de taf et n'a pas le temps de s'occuper de l'autre, il y a une prise de risque. Donc oui, tout ce que vous dites, il faut y réfléchir. Oui, il y a des choses à envisager, mais attention, la notion de la responsabilité est sur notre capacité à réellement pouvoir, dans nos contextes de travail, parce que l'action de formation en situation de travail, elle est prévue pour le travail de tout le monde, quoi. Nous, la temporalité, la vitesse d'action dans nos missions, un moment pourrait nous mettre en défaut, je reprends un mot qui vient de passer devant l'écran, sur le fait que la synergie de nos missions fait que l'apprenant n'aura pas le temps d'être tutoré et le tuteur aura quelque chose d'autre à faire. Et il y a une prise de risque qui est non négligeable, quoi. Donc, faut être vraiment... le pénal peut être vite derrière. Il faut être attention par rapport à ça. Hein. On connaît malheureusement quelques affaires aujourd'hui qui sont dans les tribunaux parce qu'il y a des pompiers qui ont été envoyés alors qu'ils ne disposaient pas des diplômes pour les différentes missions. C'est chaud, quoi. C'est très chaud. Pour revenir un petit peu sur, en revanche, sur l'AFEST, mais peut-être une fois que le diplôme obtenu et l'action et le dispositif de formation réalisé, on peut imaginer derrière, tu le disais, notamment toutes les compétences transversales qui avec pondération, on peut imaginer comme ça, un parcours mis en AFEST pour valider ces compétences-là? Alors, là, j'ai envie de dire complètement. Là, cette fois-ci, on n'a pas de problème de sécurisation. On est sur du comportemental, on est sur du transversal. Donc, la prise de risque, elle n'est pas la même. C'est tout à fait possible. Et en plus, la personne, il y a le tampon qui va bien pour le directeur, qui fait qu'elle a obtenu sa formation et que vous allez simplement amener, hein, c'est ce qui a été fait à travers les référentiels, on fait ce qui était appelé, c'est le plan de, alors je sais plus comment ça s'appelle, le plan de personnalisation entre guillemets du développement de compétences de l'individu. Donc là, on est pile poil dans l'axe. Là, il n'y a aucun problème. Tout est sécurisé. Moi, ce que je pourrais vous inviter dans un premier temps, aujourd'hui, vous, au niveau des SDIS, pour vous faire la main, je comprends bien tout ce qui est l'envie sur l'opérationnel, mais avec tout ce qu'il y a de prise de risque, je ne peux qu'attirer votre vigilance et votre attention. En revanche, demain, vous pourriez transformer vos formations de sous-officier de garde, j'ai envie de dire, avec, au lieu du timing qui est prévu aujourd'hui, peut-être 1, 2, peut-être 3 jours de présentiel au total, et tout le reste, le faire en formation de concept à fest. Ce
ce qui n'empêche pas que ce sera un temps de formation quand même. Mais vous pouvez à ce moment-là cumuler temps de travail et temps de formation. Vous pouvez assimiler les autres. Aujourd'hui, on a une opportunité pour bien comprendre le concept et pour bien s'immerger sur le principe de la FEST, c'est vraiment à travers le sous-officier de garde. Demain, 15-10 puissent arriver à faire une formation de sous-officier de garde où il y aura c'est que 3 jours de présentiel, je ne serais pas du tout surpris et je pense que les formations pourraient même être très intéressantes. Parce que là, vous pouvez le mettre en situation de sous-officier de garde. La prise de décision et la prise de risque, elle est beaucoup plus modérée que sur l'activité opérationnelle. Peut-être qu'on peut faire nos armes sur ce genre de choses pour voir comment aller plus loin sur l'activité opérationnelle. Oui, merci. Cela implique également que l'on peut faire ça sur les autres activités, mais essentiellement sur les compétences, on va dire, transversales de ces domaines, de ces fonctions-là. Je dirais même plus, faut reprendre le référentiel, et c'est sur toutes les compétences qui ont la pondération et qui doivent être en cours d'acquisition. Donc ça va au-delà même du transversal et du comportemental. Bon, c'est souvent quand même le sujet, quoi. Donc je vois Anthony dans le 10-13, effectivement, vous avez déjà mis la feste sur le sous-off de garde, c'est une très bonne chose, quoi. La personne, elle peut le faire pour de vrai, elle peut l'exercer avec quelqu'un qui est derrière et qui a un œil de tuteur. Et on fait bien la différence entre la phase d'action professionnelle avec visée pédagogique et la phase de réflexivité qui est derrière par rapport à ce que la personne elle a fait. Là, on est dans un concept où la temporalité et la synergie globale nous permettent de le faire beaucoup plus sereinement qu'en mission opérationnelle. Très bien, il nous reste, je sais que tu dois nous quitter dans 5 minutes, William. Est-ce que tu souhaitais conclure tes propos? Alors, en conclusion, c'est pas mon mode de pensée, mais j'attire votre attention sur la prise de risque juridique sur l'activité opérationnelle. Vous l'aurez compris, mais je tenais à le redire avant de vous quitter. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est, je vous ai parlé tout à l'heure du mentorat. Je pense que c'est un sujet qu'on n'a pas exploré aujourd'hui dans les SDIS et que c'est un sujet qui est probablement d'avenir par rapport à ça. Sur lequel on a des choses à explorer, on a un concept d'organisation apprenante vers lequel on est parti depuis 2013, et le mentorat a sa place dans nos dispositifs, et je serai à votre disposition pour en reparler à un autre moment, parce que c'est un concept qui est complètement différent. On n'est que sur des compétences implicites, donc c'est vraiment une autre approche, et ça pourrait être très intéressant dans nos organisations. Je vois la question d'Emmanuel en passant là sur les formations de formateurs. Oui, on peut imaginer que dans un avenir que je ne maîtrise pas, on pourrait imaginer que pour les formateurs accompagnateurs, mais y compris vous, ce que vous faites pour vos accompagnateurs de proximité, la notion de la FEST, elle ait une place pleinement dedans, puisqu'on est bien sur le mélange entre la situation, sauf que généralement on le fait en simulation, alors qu'avec les formateurs, on pourrait le faire en vrai et non pas forcément en simulation. Donc ça, il y a des pistes à creuser, hein. Je pense qu'il y a des domaines, par exemple, comme tout ce qui est autour des CTA CODIS, tout ce qui est autour de la pédagogie, sur la notion des activités physiques également. Il y a un certain nombre de domaines où on pourrait creuser beaucoup plus par rapport à la notion de la FEST. Le caractère opérationnel étant différent, ou bien que le CTA c'est opérationnel, hein, je n'ai surtout pas dit l'inverse, mais on peut probablement avoir une approche différente par rapport à ça. Donc, je vous propose de poursuivre la réflexion collectivement sur la FEST, et je reste à votre disposition pour ce sujet-là ou d'autres. Et à très bientôt. Merci beaucoup, William, pour cette présence une nouvelle fois. Et en effet, les visio RIOF reprendront dès le mois de septembre sur de nouvelles thématiques. Et pourquoi pas justement aller creuser un petit peu sur ce que tu viens d'ouvrir. Merci beaucoup, William. On te libère et très bon été. Très bien, merci à vous aussi. Passez un bon été et prenez soin de vous.
Merci. Donc, Daniel Jean, tu es chef du service Retex au ZIS 31 et tu as notamment participé à l'écriture du GDO incendie de structure et dans lequel tu as commencé il y a eu une petite introduction sur une notion un petit peu nouvelle qui est la réflexivité opérationnelle et qui vient justement travailler un petit peu sur l'idée de comment faire des interventions, des actions des situations d'apprentissage et comment positionner la réflexivité après donc intervention. Donc je vais te laisser exposer un petit peu ça. Donc bonjour et merci pour ta présence. Je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Merci Paul de cette présentation. Alors effectivement, déjà pour me présenter, je n'ai jamais été réellement au cœur de la formation, si ce n'est que j'en ai toujours fait par passion, plutôt en voisin. Mais ça m'a permis un petit peu justement de regarder aussi, d'observer et d'avoir un peu quelques idées, quelques envies de participer au travers de mes autres activités, mais à la formation et surtout à l'expérience, au partage d'expérience et se servir de ce socle, de cet apprentissage continu, de cette connaissance continue et de s'en servir comme d'une mine d'or pour essayer de la transformer en action soit de formation ou beaucoup plus modestement en action en récupération et en partage. Voilà, exactement. Ce que je vous propose, l'expérimentation a débuté au SDIS 31 il y a déjà quelques mois, d'abord sur un CS, ensuite sur 2 CS avec des statuts différents, puis après validation par les instances sur l'ensemble du département. On l'a intitulé la réflexivité opérationnelle. Peut-être est-ce pas forcément le bon nom, mais encore une fois, ça reste de l'expérimentation et on est en cours de développement de cette expérimentation, bien sûr avec un petit temps mort, entre guillemets, avec l'épisode que l'on vient de vivre, Covid, qui ne nous a pas forcément permis d'accentuer et d'être disponible pour la pédagogie et aller vers les centres. Donc, on a forcément un petit retard. L'issue de l'expérimentation avait été fixée à fin juin 2020. Il est vraisemblable qu'on le reportera jusqu'à la fin d'année. On va continuer l'expérimentation pour pouvoir en tirer les enseignements les plus probants. Pour autant, aujourd'hui, on a déjà des retours. Et ce que je vous propose, c'est de pouvoir consulter un petit film qu'on a réalisé pour expliquer le concept ou le principe de cette réflexivité opérationnelle. Donc, je pense que c'est Barbara qui doit pouvoir lancer le petit film sur la réflexivité. Pour un malaise sur un lieu de travail, une personne dans un véhicule sur le parking devant son établissement. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je suis pas bien, je viens d'arriver, j'ai des étourdissements, je suis pas bien là, j'y arrive plus là. D'accord. Voilà. Là, tu commences à me faire un petit bilan de la dame. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? On s'assure que le paramètre soit bien serré. Écoutez, je viens d'arriver, des étourdissements. Ok, très bien, c'est comme ça, merci. Vous êtes d'accord pour que votre collègue vous prenne en charge, monte dans les bureaux et que vous consultiez un médecin dans la journée. D'accord. Si le malaise revient, si ça va pas, d'accord? Très bien. On fait comme ça, on vous laisse avec votre collègue. Ça va, écoute, ça va. On garde les clés 5 minutes et on vous les ramène. Ça marche. Merci. J'ai passé le statut 55 et on va se prendre le temps de réflexivité opérationnelle. D'accord. De l'intervention. Qu'est-ce qui s'est bien passé sur cette intervention? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Qu'est-ce qu'on peut améliorer?
qui s'est bien passé. L'abordage de la victime était facile. Après, aucun point négatif. Pour moi, pareil, l'abordage de la victime, très bien. Par contre, je ne connais pas trop les véhicules électriques et notamment ce modèle. Est-ce qu'on pourrait revoir comment on l'isole électriquement? Bien sûr, on va voir ça. Pour intervenir sur ces véhicules, premièrement, on va immobiliser le véhicule. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à ce genre de véhicule? Non, c'est bon. On va reconditionner le matériel et je vais passer le statut 56 pour marquer la fin de la réflexivité. Super. Voilà. Alors voilà pour le petit film. Donc pour la présentation du concept ou de ce que pourrait être ou ce qu'est la réflexivité. Alors je vous l'accorde déjà, il y a un des acteurs, vous l'aurez peut-être reconnu, qui n'aura jamais de grand prix dans un quelconque festival. Donc c'est moi-même. La musique fait un peu Top Gun à la fin, mais pour autant, ce qu'on a essayé de démontrer, c'est que il y avait sur peut-être un temps très court, après n'importe quelle intervention, la possibilité d'utiliser ce temps pour faire de la réflexivité, c'est-à-dire se projeter sur les actions qu'on a pu mener. C'est remémorer, de faire une sorte de petit débriefing, même si le mot n'est pas forcément exact ou employé dans d'autres termes, et enfin dans d'autres circonstances, mais essayer de voir un petit peu ce qu'on a fait, et surtout, très simplement, et ça rejoint l'Eurotext, mais vraiment de la manière la plus simple, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, et qu'est-ce qu'on peut améliorer ou discuter de l'environnement dans lequel on était ou de l'intervention qu'on a menée. Donc, c'est vraiment tout le principe. Et là, je vais demander à Barbara de mettre la diapo sur l'exemple de la réflexivité une page. Si on peut la voir à l'image. Alors, ça, c'est pas cet exemple, c'est juste une page avec le principe. Oui, la première, exactement. Très bien, merci. Alors, la réflexivité opérationnelle, d'abord, on est parti aussi d'une devise que l'on a pris dans notre service Retext au 1031, enfin une des devises, celui qui croit savoir n'apprend plus. Donc, on s'est dit que toute occasion pouvait être bonne pour apprendre, et notamment la mine d'or que l'on a avec les interventions. Quelques questions. Donc, sur quoi et quand pratiquer la réflexivité opérationnelle? Encore une fois, potentiellement sur tout type d'intervention. L'objectif étant que chacun d'entre nous, chacun des acteurs de l'intervention puisse devenir quelque part acteur de sa formation. Et puis un objectif sous-jacent, c'était aussi de rendre visible l'invisible, et là je pourrais en discuter plus longuement avec vous sur des exemples très précis, dans le sens où il y avait beaucoup de thèmes, beaucoup de choses qu'on pouvait voir à l'issue des opérations et qui n'étaient pas forcément traitées parce que vu de nos services ou vu des états-majors, invisibles. Donc ça, pour le coup, je trouvais ça dommageable, et l'expérience a montré, ou les retours d'expérience de cette expérimentation montrent qu'effectivement, on peut s'apercevoir de beaucoup de choses qui ne nous sont pas forcément remontées et qui peuvent être intéressants en termes de formation et d'implication de nos agents. Alors, autre question, sur quoi on peut faire de la réflexivité opérationnelle? Alors nous, ici, on a pris le parti de rester dans les
les thèmes régaliens, le SUAP, l'incendie, le DIV, le SR. Et puis, on s'est dit aussi, pourquoi pas essayer d'aller un peu plus loin. Les spécialités peuvent être tout à fait l'objet de réflexivité. La conduite qui peut s'y prêter, et on a aussi des retours plutôt favorables en ce sens. Éventuellement le ROTEX, c'est-à-dire les premières notions de ROTEX pour collecter quelques données, quelques éléments pour apporter après au service. Et puis on a ajouté aussi, on s'est dit, soyons fous, n'ayons pas de limite. Potentiellement, ça pourrait donner des idées, une intervention pourrait donner des idées de formation. Peut-être que l'exemple qui vous a été montré en film, notamment sur une formation sur des véhicules électriques, par exemple, eh bien ça pourrait être le sujet où l'émergence montrait un besoin sur ce sujet qui n'est pas forcément traité par nos concepts institutionnels. Et puis, pourquoi pas du débriefing, et là on pensait un peu plus et on s'est adossé sur le côté psychologique. Et puis également, William en parlait tout à l'heure, je crois, ou un autre intervenant sur le sport, pourquoi pas. Donc voilà, en clair, on a quasiment toutes les possibilités. Je vous confirme, elles ne sont pas encore toutes utilisées, elles ne seront peut-être pas toutes utilisées, mais pour autant, on n'a pas voulu brider les possibilités. Où est-ce qu'on peut pratiquer cette réflexivité opérationnelle? C'est surtout après l'intervention et à l'issue de l'intervention. Et quelque part, on peut pratiquer cette réflexivité au CHU, si on y est allé. Les temps d'attente pour certains SDIS sont quand même conséquents et donc c'est dommage de perdre du temps et on peut peut-être l'utiliser fort utilement. En transit, les embouteillages sont aussi une occasion peut-être de débriefer ou de discuter entre collègues et de parler de formation. Et puis aussi, en tout lieu jugé propice, pourquoi pas, si on n'est pas intervenu ou si l'intervention n'a pas nécessité de mouvement à son issue, eh bien de rester sur les lieux ou de s'écarter un petit peu et de reprendre ce moment de pause, je vais l'appeler comme ça, de réflexivité opérationnelle pour faire le point sur cette intervention et en dégager quelques points intéressants. Comment, ça c'était la grande question ou la difficulté vraiment posée. Et au 631, on a eu… Daniel, oui. Justement, on a une question dans le chat qui va reprendre certainement, auquel tu vas certainement répondre à cet instant. Oui. Est-ce que la réflexivité est formalisée dans un document? Y a-t-il une traçabilité? Voilà. C'est la question du chat, donc je pense que là tu y viens peut-être. Alors, effectivement, donc la question de la traçabilité, c'était la vraie question, parce que ça, globalement, jusqu'à là, j'ai rien inventé. Tout ça, ça se faisait, c'était du bon sens. Petit aparté, ça va être intégré normalement dans le GDO commandement au travers un texte que j'ai pu fournir, un petit texte qui évoque la réflexivité et presque du compagnonnage. C'est l'esprit, en fait. Pour autant, je souhaitais, moi, essayer d'aller un peu plus loin et de pouvoir en avoir une traçabilité. Alors, comment on a pu le faire? Au travers du réseau Antares dont on dispose, le réseau radio, il y a la possibilité d'utiliser les statuts. Donc, eh bien, on a créé tout simplement 2 statuts qui correspondent. Donc, le statut 55, c'est au moment où on débute la réflexivité, ce temps de réflexivité, et le chef d'agré réalise ce statut avant de commencer son moment de réflexivité. Ce qui permet de faire une borne, un marqueur du temps, et ça va même plus loin, puisque, enfin, je vais l'expliquer, je vais le développer un peu plus loin, et inversement, la deuxième borne du temps, le statut 56, fin de réflexivité. En fait, ce temps, ce bornage entre le 55 et le 56 permet d'évaluer le temps qui a été passé à cette réflexivité. Je vous l'accorde, c'est plus de la formation du maintien des acquis que de la véritable formation, mais ça permet d'avoir le temps consacré. Et au-delà, d'aller rechercher, au travers des modèles informatiques et des liaisons sur des logiciels, nous, on a une capacité à aller chercher sur les bases de données, et donc sur la base Antares, on a un modèle qui s'appelle SIPA qui permet de faire des requêtes pour aller chercher
eh bien, ce temps de réflexivité, cette activité de réflexivité, le temps, l'équipage, le centre de secours, les noms des gens et même la thématique, puisque au travers du CRSS, donc le compte-rendu à l'issue de l'intervention, que le chef d'agré remplit à l'issue de l'intervention, eh bien, il marque dans une rubrique qui s'appelle « Actions menées », il marque les actions qu'il a menées, dont celle de réflexivité, que ce soit les thèmes régaliens du SUAP, incendie, DIV ou SR, ou éventuellement les autres. Donc tout ça, on a une traçabilité et on est en capacité de la récupérer, je vous montrerai un slide un peu plus loin sur une façon de récupérer, enfin un modèle que l'on a pour récupérer, qui nous indique le thème, la formation initiée, et puis les individus qui étaient concernés et combien de temps ça leur a permis de consacrer à cette formation de maintien des acquis ou voilà, un partage de connaissances. Comme dans tout dispositif, effectivement, il y a des limites. Le contexte ou les contextes d'intervention, il est évident que sous la pluie battante, il n'est peut-être pas malin de faire un temps de réflexivité derrière l'engin. Le temps de repos, le temps des repas, et puis tous les circonstances un peu dramatiques. On ne va pas se mettre à faire de la formation alors qu'on vient de laisser une personne décédée à son domicile. Ou, voilà, enfin, c'est toutes ces limites, effectivement. Donc, on en a, les gens sont bien conscients et c'est vraiment une possibilité offerte, cette réflexivité opérationnelle, mais c'est en aucun cas une contrainte ou un formalisme ou une obligation. Alors, j'ai deux questions dans le chat, Daniel. Oui. Enfin, trois questions maintenant. Dont une, la première va, je pense, rejoindre, c'est Fabrice qui fait une référence au débriefing opérationnel hein, qu'on trouve, c'était un module d'apprentissage qu'on retrouvait dans le REAC de 2013 pour le chef d'agré une équipe. Et puis également, on va retrouver ça au niveau justement des activités de l'accompagnateur de proximité et du formateur accompagnateur. Donc, clairement aussi, peut-être, et là c'est une piste de réflexion, peut-être est-ce là pour cela aussi que aujourd'hui les chefs d'agré une équipe, au moins professionnels réglementairement, doivent être accompagnateurs de proximité. Peut-être est-ce une piste. Est-ce que tu veux rajouter des choses, Daniel, par rapport à ça? Non, c'est tout à fait l'idée. Pour avoir aussi participé au GDO, enfin, le futur GDO, peut-être sur l'ingénierie pédagogique, qui n'est pas encore complètement finalisé et sorti, c'était l'idée de se calquer là-dessus. Et encore plus simplement, se calquer sur l'idée des compétences données. Et là, pour le coup, je rejoindrai William Vess qui m'a précédé. Sur la capacité, la notion juridique, à qui on a confié à la fois un équipage et à qui on peut confier cette mission de retranscription. Et effectivement, l'accompagnateur de proximité, ben, le chef d'agré a tout intérêt et a toute possibilité pour justement utiliser ce temps pour faire cette fonction, pour tenir cette fonction. Et là, ça rejoint pleinement. Ça a été fait de manière complètement empirique, je vous l'avoue, sans tenir vraiment compte des textes, plutôt sur du bon sens que sur des textes. Mais on voit, malgré tout, qu'on arrive à rejoindre les textes et à être relativement calé, cadré. Donc, oui, ça rejoint complètement ces notions. Donc pour information, dans le ZIS 31 donc, auquel tu appartiens, les chefs d'agré une équipe et son SPV, SPP sont tous formés AC Pro, ainsi que les KT qui ne le seraient pas au moment de leur entrée en formation de chef d'agré tout engin. Une question intéressante de Sylvain qui dit, voilà, le chef d'agré, c'est celui qui va animer la réflexivité opérationnelle, mais comment lui, il va pouvoir justement poser de la réflexivité sur son activité, sur son action, sur ses actions? Alors, très bonne question, effectivement. Et là, rentre en jeu aussi une dimension
que je souhaitais, que je ne savais pas si elle allait apparaître, mais qui, au regard des retours, apparaît. Et puis aussi une vraie question, peut-être, enfin Paul, tu confirmeras sur le projet d'établissement. Je ne sais pas si d'autres SDIS ont eu cette problématique ou ont cette problématique. Remettre l'opérationnel au cœur, au centre de toutes nos actions. Et puis, cette notion de collectif, d'intelligence collective, de collectivité, de cohésion. Et la réflexivité opérationnelle aussi montre, en tout cas au travers des retours que l'on a, montre qu'il y a cette dimension. Donc, c'est une façon indirecte de répondre à la question. Effectivement, le chef d'agré est celui qui pilote cette réflexivité, c'est dans ses missions. Et on le fait, puisque maintenant j'interviens aussi auprès des CA, une équipe, pour leur donner ces possibilités, mais c'est aussi toute l'équipe. C'est aussi toute l'équipe qui peut repérer, et dans le cadre du pied de film, vous avez vu que ce n'est pas forcément le chef d'agré qui a fait un besoin, qui a fait une demande de formation, c'est un équipier qui demande, tiens, est-ce qu'on pourrait regarder ça? Et en fait, c'est vraiment ce rôle d'équipe. Et ça renforce, à mon sens, et au regard des retours que l'on a, cette notion de cohésion et de collectivité. Et du coup, c'est bien le chef d'agré quand même qui prend en charge, qui a les connaissances, qui a les capacités, les compétences pour mener cette réflexion ou apporter les éléments. Et même s'il ne les avait pas, soit il peut s'appuyer sur, nos personnels sont quand même très polyvalents, sur un sachant, parce que titulaire d'une spécialisation, titulaire vraiment de quelque chose qu'il maîtrise bien et validé, pour mettre à disposition ses connaissances sur ce moment, ou alors que le chef d'agré prenne en compte et fasse remonter ce besoin de formation pour que ça s'exprime vers les services de formation, soit du centre, soit du SDIS, pour pouvoir aller plus loin dans ce domaine. C'est aussi un des objectifs de la réflexivité opérationnelle. On a deux réflexions dans le chat, justement, sur, tu parlais tout à l'heure de la possibilité de tracer ces actions de formation, et puis la question aussi de la valorisation de ces actions de formation, et ainsi de les intégrer à la FMPA du sapeur-pompier. Alors, le SUAP est évoqué, mais également d'autres activités en général. Comment justement ça peut faire partie de la FMPA? Alors, effectivement, c'était aussi un des enjeux. Barbara, tu pourrais passer, s'il te plaît, le tableau, je ne sais plus si c'est un tableau Excel, enfin, le dernier tableau correspond janvier 20, voilà, exactement. Donc, nos modèles de requête fonctionnent sous modèle Excel. Alors, il y a d'autres possibilités, mais on en a. Et là, vous pouvez voir apparaître qu'on a le numéro d'intervention, quel centre de secours, les durées de réflexivité, sur quelle opération, sur quelle intervention ça a pu être produit. Et on peut remonter et on remonte jusqu'à la personne, les personnes, l'équipage, pour savoir ce qui a pu être fait. Et pour parvenir à valider, enfin, à augmenter en tout cas le temps de FMPA, je me suis calqué pour les codes, je parlais tout à l'heure des CRSS, et donc dans les CRSS, pour les actions menées, on a des codes. Je me suis calqué sur les codes des CRSS. Alors, on en a inventé quelques autres, mais on reprend le plan de formation annuel et on leur attribue un code. Donc, tous les ans, les codes rechangent, mais globalement, par exemple, de tête, parce que j'aurais dû vous mettre cet exemple, mais on a le code 800, de 800 à 820 qui correspond aux actions de formation déterminées dans le plan annuel de formation pour le SUAP et sur lequel les gens peuvent, donc le chef d'agré, par exemple, si c'est massage ou éventuellement bilan, reprise du bilan, eh bien, il met le code 801, de mémoire, je crois que c'est ça cette année, le 801, et du coup, on sait que l'équipage a fait une révision ou a fait un travail sur le bilan, et ce temps peut être, alors là, c'est en phase de consolidation, incrémenté directement au travers un autre logiciel. Paul
de mémoire Web Act, me semble-t-il. C'est ça, c'est ça. Qui reprend les temps de formation. Et du coup, il y a les temps qui sont marqués là, que vous voyez, en durée de réflexivité pour l'équipage. Pendant que vous prenez la première ligne, il y a un équipage de Roufiac, c'est un centre de secours chez nous. On sait qui est intervenu puisqu'on a le numéro d'intervention. Eh bien, aura une durée de réflexivité sur le thème qu'il a indiqué de 18 minutes, qui sera déjà ou qui pourra être automatiquement incrémenté sur le temps de formation des personnes qui étaient présentes. Donc, tout l'intérêt et tout l'enjeu, il est là. Même si au départ, personnellement, je souhaitais qu'il y ait vraiment un travail de cohésion et un travail d'équipe et de partage et de retour vers le centre aussi des actions de formation, donc éviter l'automatisme absolu pour qu'il y ait quand même, non pas un contrôle, mais vraiment des indicateurs ou des indications entre l'équipage et la formation de son centre, voire la formation du SDIS, qui est ce partage d'informations. Donc, on ne l'a pas fait, mais on est en cours d'expérimentation de l'incrémentation directe, quelque part, sur le livret de formation individuel de l'agent, qui vient pour augmenter son temps de formation FMPA légal, enfin, qui est dû à la fin de l'année dans tous les items régaliens dont on a parlé tout à l'heure. D'accord, merci. Et puis Nicolas du SDIS 21 nous fait part que c'est la même chose dans le SDIS 21. Ah, super, merci. C'est super. Pour continuer, donc voilà, on en a forcément une traçabilité. On est donc vraiment en capacité de dire les temps, les thèmes, et c'est pas un concurrent de la formation. En tout cas, à aucun moment ça se veut comme ça. C'est un complément possible, une possibilité offerte aux agents d'augmenter leur formation et d'aller vers le sens. Et là, ça rejoint le service dont j'ai la responsabilité, l'amélioration continue, et aussi l'émergence de thématiques nouvelles ou de besoins de formation qui pourraient être exprimés sur le terrain et que quelquefois on a du mal à cerner, nous, dans les SDIS, ou qui mettent du temps à émerger. Barbara, je te proposerai de venir sur la page de l'exemple de la réflexivité que tu avais mise tout à l'heure. C'est voilà, un numéro 4. Un exemple parmi d'autres qui m'est remonté. Donc, vous voyez, c'était déjà en le 22/09, en septembre 2019. Et vous pouvez lire que cette remontée s'est faite par un collègue qui m'a dit tiens, j'ai testé la réflexivité. Pour la petite histoire, parmi les personnels qui ont bénéficié de cette réflexivité opérationnelle, il y avait le fils d'un collègue qui venait d'intégrer le métier de sapeur-pompier, en tant que volontaire, mais qui voulait, qui est pompier volontaire, qui était un jeune sapeur-pompier apprenant, puisque c'est vraiment le cas. Et on a utilisé un feu de broussaille qui s'est un peu élargi, comme vous pouvez voir sur l'image. Et après l'extinction du champ, donc, ils ont fait procéder au nettoyage des lisières et ils ont eu la problématique d'une souche d'arbre qui était assez conséquente et qui avait du mal à éteindre. Et dans les équipages, effectivement, un peu par le plus grand du hasard, mais il y avait ces deux personnels qui n'avaient jamais validé, et pour cause, puisqu'ils venaient de rentrer sapeurs-pompiers volontaires, la formation tronçonneuse. Dans l'équipage également, il y avait un formateur tronçonneuse. Eh bien, il a utilisé cette situation, il faisait beau et il y avait de la disponibilité. Il a utilisé ce site, mise en situation pratique, vraiment idéale, pour, avec l'équipement, et William Weiss parlait tout à l'heure de mentor, et là, c'est vraiment, on pourrait dire, alors tuteur ou mentor, même quasiment mentor, est en capacité de faire équiper les jeunes et puis de leur montrer déjà quelques belles notions de découpe et de tout en protection, en sécurité. Donc, en fait, c'était une FMA presque sur mesure qui a pu se dérouler. Ça n'a pas demandé énormément de temps. L'avantage, il y avait tout l'équipement à disposition et ça a permis derrière d'initier sur ce centre de secours ou d'expliquer peut-être la plus belle des manières ce qu'était la réflexivité, en tout cas le potentiel de cette réflexivité opérationnelle. Merci Daniel. On a deux questions qui sont arrivées dans le chat. Oui.
La première, alors, concernant les statuts, tu as évoqué tout à l'heure les statuts de traçabilité. Est-ce que le statut 55 laisse l'engin disponible ou est-ce qu'il devient indisponible? Absolument, c'était une condition sine qua non et une volonté aussi. Hein. Il fallait absolument que ça n'enlève rien au déroulement normal et aux disponibilités de l'engin. Il n'y a qu'une réserve. Alors, c'est vraiment après l'intervention. La seule chose qu'on ne peut pas faire encore, mais ce n'est pas très grave parce qu'on a une autre façon de le faire, c'est vraiment un temps qui est lié à l'intervention. Donc, si par contre, on a passé le statut fin d'intervention, c'est-à-dire OCS, là, on ne peut pas refaire de la réflexivité. Enfin, en tout cas, on n'aura pas le deuxième bornage et donc la traçabilité. Mais par contre, du coup, on rentre dans une action de formation sur le centre de secours et on peut la faire valider par son officier formation. Ça n'enlève rien. Mais c'est une des seules, entre guillemets, problématiques, mais pour moi, ce n'en est pas une, ou une limite de la réflexivité opérationnelle. Il faut vraiment que ce soit lié dans le temps de l'intervention, mais les statuts 55 et 56 n'abrogent pas les autres ou n'empêchent pas les autres et ne gênent en rien. Très bien, merci. Et puis, donc, du coup, question suivante également. Donc, du coup, le temps de réflexivité va faire émerger des besoins en formation. Comment on peut les faire remonter à l'équipe formation, justement? Alors, toujours pareil, au travers des codes, parce que dans les codes, il y a la possibilité, par exemple, le SWAP. Si je n'ai pas su calquer mon action de formation, mon besoin de formation sur le plan annuel, j'ai un code générique, et là c'est le 800. Donc je mets le 800, c'est-à-dire tout ce qui est toutes les dizaines en fait correspondent à des codes génériques des différentes spécialités, enfin pas des spécialités mais des thématiques, et ça permet d'indiquer à l'officier formation du centre ou du SDIS que là il y a eu un besoin qui n'était pas recensé dans ce qui s'est fait, ce qui doit se faire normalement, et qui est différent. Donc, ça impose une petite précision. Le service RETEX et le guichet unique récupèrent l'ensemble des données SIPA, donc des requêtes. Alors, l'échéance était au départ déterminée tous les mois, mais c'est un peu lourd. Donc, on est plutôt passé à tous les 3 mois. Et on récupère toutes ces données pour les redispatcher après sur chaque centre de secours. Et là, quand on les dispatche, eh bien, on fait le recensement, on les trie aussi avec une requête, de tout ce qui n'est pas prévu dans la formation. Donc, par exemple, toutes les dizaines, enfin 810, 820, 830, expriment quelque chose qui est un autre besoin. Et comme on a le centre de secours, les individus, eh bien, on prend la peine de leur téléphoner et puis de savoir quelle était la problématique ou dans quelle thématique ils ont pu œuvrer. Et on s'en fait un listing. C'est un petit peu fastidieux, ça peut être un peu fastidieux, mais globalement, sur les premiers retours, ça se passe plutôt bien. On n'en a pas autant que ça, mais on arrive à les traiter. Voilà. Puis j'imagine que le chef d'agré peut être également un relais humain au sein de son centre. Bien sûr, et c'est aussi cette volonté, cette fonction. J'ai une question concernant le cas qu'on vient de voir, et puis je la découvre en direct, donc je vais la lire en direct. Dans le cas présenté, le tronçonnage était une demande d'un jeune pompier. Le commandement a profité de la situation pour faire une action de formation. Si tel est le cas, on se rapproche de l'AFEST, de l'action de formation en situation de travail, et donc des limites liées à notre activité. Parce que tout à l'heure, William Weiss disait qu'en fait, on ne peut pas faire d'action opérationnelle sur laquelle, en principe, on n'est pas diplômé. Alors, j'ignorais, pardon, mea culpa, mais j'ignorais totalement ces textes sur l'AFEST. J'étais loin de ça. Mais globalement, quand je regarde les 4 critères réglementaires qui nous ont été décrits, je les reprendrai plus à tête reposée et un peu plus de manière approfondie, mais il ne me semble pas qu'il y ait d'opposition. Encore une fois, ça s'est fait avec un mentor.
qui lui était en charge de la réponse opérationnelle. Lui était compétent, validé, expérimenté, et s'est servi juste de cette situation pour faire un plus au niveau de ses équipages et amener une connaissance supplémentaire qu'il aurait fallu certainement, dont il aurait fallu un temps certain, voire un certain temps, peut-être une année ou deux avant que la personne puisse toucher une tronçonneuse, si ce n'était pas prévu dans son programme ou si c'était prévu très loin dans son programme de validation. Mais là, je ne pense pas qu'il y ait je l'ai découvert, hein, vraiment, ces critères réglementaires. Je les ai découverts, mais quand je les lis, je trouve même qu'ils correspondent parfaitement à notre définition de la réflexivité telle qu'on la pratique dans le SDIS 31. Je n'y vois pas vraiment d'opposition. Et encore une fois, comme c'est fait sous couvert du chef d'agrès, de ses validations, de ses compétences, que ce soit en termes techniques ou de formation, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de problème. Mais c'est encore sous réserve, à creuser certainement. Puis, dans tous les cas, je pense qu'il faut préciser que là, c'est un cas un peu exceptionnel. En général, on est sur de la formation continue sur des personnes déjà diplômées qui sont sur l'intervention. Hein. C'est ça, hein, tu me confirmes, Daniel? Absolument, ce ne sont pas ce ne sont pas toujours des apprenants, c'est plus de la formation continue, c'est plus et là alors forcément ça rentrait un peu plus dans le cadre de la formation initiale pour cet exemple, mais encore une fois en découvrant les critères avec le mentor qui était là, tuteur on va pu l'appeler, mais plus mentor effectivement et les critères réglementaires qui ont été mentionnés sur la FEST. Je pense on a une fenêtre de tir, on a quelque chose qui peut être intéressant à exploiter. D'accord, il n'y a pas de questions supplémentaires dans le chat. Est-ce que tu veux poursuivre ton exposé? Alors, en complément, je voulais juste, Barbara, si tu peux mettre sur la boucle Rotex du SDIS 31. Voilà, c'est ce document. Donc, en fait, alors c'est vrai, encore une fois, que c'est en phase expérimentale pour la réflexivité opérationnelle, même si tous les retours que l'on peut avoir, et j'aurai juste après l'occasion de vous donner un peu quelques chiffres, on a dès maintenant incorporé la réflexivité opérationnelle comme une des premières étapes de notre boucle Rotex, qui permet de prendre connaissance et de prendre les actions, l'acculturation de nos personnels au Rotex, c'est-à-dire les questions très élémentaires que vous avez vues au début. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Qu'est-ce que je peux améliorer là, tout de suite, maintenant ou plus tard? Voilà. Et en faisant quelque chose de simple, on espère que chacun de nos personnels soit en capacité d'action réflexive, et tout au long de sa carrière, soit en recherche des axes d'amélioration personnelle ou des axes de formation, des besoins de formation qu'il peut rencontrer pour pouvoir les exprimer et que ce soit traité, que ce soit par la filière Rotex ou que ce soit traité plus sûrement encore et de manière plus régalienne par le groupement et les services de formation de chaque centre. En termes de chiffres, je voulais juste vous donner sur alors je n'ai pas les derniers retours, mais sur un exemple du CS qui a été expérimental, le CS Colomiers, qui est juste à côté de l'état-major. Il faut environ 600 interventions par mois. Et sur le mois de l'expérimentation, il y a eu environ 60 actions de réflexivité opérationnelle qui ont été menées. Donc, c'est quand même 10%. Ça peut paraître peu, mais en termes de temps cumulé, toutes les minutes additionnées, les petits ruisseaux qui peuvent faire des grands fleuves quelquefois, on arrive quand même à un total sur les 60 actions de formation qui avaient été initiées, on était arrivé à un total de 35 heures de formation. Alors certes, pas pour l'ensemble du personnel, mais quand même, ça avait pu dégager 35 heures de formation pour le personnel. Et ça, c'est du temps qui n'avait pas été compté. Et
le propos aussi de la réflexivité opérationnelle, c'est essayer de recentrer, de faire ce qui est faisable en termes de FMPA pour qu'après, au niveau formation, on puisse se recentrer sur vraiment les besoins ou les nouveautés. Un des meilleurs exemples que j'ai pu avoir, c'est la manœuvre de secours en excavation ou l'utilisation des lots de sauvetage plus simplement. Et les lots de sauvetage, nos personnels faisaient toujours cette formation au même endroit autour d'incendie et quasiment au bout de 2 ou 3 fois qu'ils aient fait la manœuvre, et je crois que dans le plan de formation, il y en a pour 1 heure ou 2 heures tous les ans obligatoire, eh bien les gens étaient en capacité quasiment de le faire les yeux fermés. Du coup, pas ou plus beaucoup d'intérêt de ces 2 heures. Alors que si on transpose cette formation, et Dieu sait si on a l'occasion de faire des ouvertures de portes ou d'aller sur des sites qui permettent cette formation, à l'issue d'une intervention, ça demande une dizaine de minutes et on a tout l'équipement, tout le matériel, les gens sont en condition pour pouvoir le faire. Et ça me paraissait aussi un des avantages ou une des possibilités intéressantes de la réflexivité opérationnelle. Voilà pour moi. Après, je suis à disposition pour toute question et aussi vous adresser des documents si vous en sentez le besoin ou si vous voulez aller plus loin dans ce sens. Merci Daniel. J'ai vu que justement, j'ai la chance de connaître un petit peu ton travail et notamment dans les PEX, tu mettais une couche de réflexivité opérationnelle dans les PEX en général, non? Oui. Alors effectivement, donc puisque ça fait partie de la boucle Rotex, dans nos partages d'expérience, les PEX, et dans nos Rotex également. Alors il y a un document, Barbara, sur une insertion d'un PEX que l'on a réalisé. De mémoire, c'est un PEX concernant. Est-ce que je ne l'ai pas envoyé ici? Non. Si, pardon, le 6, le document 6. Voilà. Voilà, donc c'était un partage d'expérience réalisé sur un feu de train. Et du coup, tout en bas, sur la colonne gauche, dans la 2e page ou 3e page, je ne sais plus de combien il était, et encore une page après. Donc là, un PEX classique avec les rappels des faits, les axes d'amélioration. Alors il y a peut-être une 4e page, non, pardon, la 3e page, la réflexivité opérationnelle, pour commencer à inculquer à nos chefs de groupe, chefs d'agrès, parce que c'est sûrement les publics cibles, cette notion de réflexivité ou ces possibilités de la réflexivité opérationnelle. Du coup, on leur dit de tout ça, qu'est-ce que j'aurais fait en réflexivité opérationnelle, et on leur suggère des pistes, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas donné à tout le monde d'avoir cette attitude réflexive sur ses actions, ou l'idée de le faire, ou les possibilités quelquefois, mais pour autant, moi je crois quand même que chaque chef d'agré, chaque individu est en capacité d'aller chercher en lui-même ses besoins et ses envies même, et du coup d'avoir quelques idées, quelques pistes qui pourraient l'aider. Personnellement, j'ai pu pratiquer en tant que chef de colonne sur une opération de secours routier cette réflexivité opérationnelle, et c'est encore une fois un moment qui a été bien apprécié. Il s'agissait en fait à l'issue du débriefing classique mené par l'équipage du secours routier, il s'agissait en fait pour eux de se poser la question, quelle est la technique qui a été employée? Donc ils en ont refait le tour et se sont dit, est-ce qu'il y a une autre technique? Et effectivement, il émergeait une 2e possibilité. Et là encore, comme toute la sécurité était, la voiture était là, eh bien, ils ont pu faire une manœuvre à laquelle ils avaient pensé, mais qu'ils n'ont pas réalisée au profit d'une autre. La personne a été dégagée dans les temps, dans de bonnes conditions, mais ils voulaient voir si la 2e leur aurait éventuellement permis d'être plus performants. Et ils l'ont initié. Ça a encore une fois demandé 10 minutes
un quart d'heure maximum, donc on n'a pas gêné plus que ça le temps du conditionnement de la personne dans le VSAV. Eh bien, ça a permis à l'équipage SR de se placer en réflexivité et de voir qu'effectivement la deuxième technique n'était pas si saugrenue que ça et aurait peut-être même pu encore améliorer leur pratique. Et en tout cas, ils l'ont pratiqué et c'était une excellente occasion de FMPA. Moi, j'avais une petite question, de savoir, et puis après, j'ai pas oublié la question aussi de Fabrice dans le chat qui datait d'un peu de tout à l'heure, mais justement qui va rejoindre ça. Comment c'est perçu par les sapeurs-pompiers? Et j'imagine qu'il y a une conduite du changement, et du coup, quel conseil aussi tu pourrais, qu'est-ce qu'on peut retirer de ça, et quels conseils on pourrait retenir? On pourrait donner pour des IS qui voudraient se lancer dans cette aventure-là? Alors effectivement, hein, comme tout projet, comme toute… alors nouveauté, je n'ose pas le dire parce que c'est que du bon sens et ce ne sont que des pratiques qui se faisaient et qui se sont toujours faites chez les sapeurs-pompiers. J'en ai été bénéficiaire ma première intervention, donc c'est peut-être ça qui m'a marqué. Mais il y a forcément des fois des réticences, mais il y a aussi… alors, pour des raisons XY, un peu des craintes, des peurs, notamment William l'a évoqué sur les publics, les OS et les publics plus professionnalisés notamment. Est-ce que c'est pas du temps de formation qu'on nous pique ailleurs? Enfin voilà, il y a toutes ces questions, donc il faut beaucoup de pédagogie. Donc une des choses, c'est bien aller expliquer le concept, ça demande du temps, et d'aller dans chaque centre de secours. Bien viser les publics cibles qui seront les acteurs de ça, c'est-à-dire les chefs d'agré, les chefs de groupe essentiellement, éventuellement les chefs de colonne, et être à disposition pour leur expliquer pédagogiquement les intérêts. Les bénéfices constatés, alors même dans les centres réticents, j'ai pu constater un centre qui, pour des raisons un peu de bastion d'organisation syndicale avait beaucoup de craintes sur ce temps de formation. Donc, on est allé expliquer et petit à petit, on a déverrouillé ce bastion, notamment avec les conducteurs qui ont vu, pour eux, beaucoup d'opportunités et particulièrement les conducteurs EPA, lorsqu'ils étaient engagés sur intervention, mais que l'intervention ne nécessitait pas forcément leur concours ou que l'intervention se réduisait à juste une action d'un FPT. Et le conducteur EPA profitait souvent de cette possibilité pour effectuer sa manœuvre dans un endroit, un environnement qu'il pouvait juger propice ou qui était intéressant. Et à partir de là, eh bien, ce concept de réflexivité a fait son chemin et on a maintenant des bons résultats sur ce centre de secours. Et voilà, ça se développe lentement. À l'initial, donc je suis vraiment parti tout seul, mais un peu comme pour le Rotex, avec le soutien de la hiérarchie. Donc ça, c'était important aussi. Il faut d'abord convaincre de l'intérêt, qu'il y ait une vraie ouverture d'esprit et surtout une volonté de la hiérarchie d'aller dans ce sens. Et si tel est le cas, je dirais que globalement, au bout de 2 ans, 3 ans, on doit pouvoir avoir déjà des retours significatifs. En tout cas, là, après 1 an, une petite année, donc une année moins Covid, on a quand même des retours significatifs et on a encore du travail pédagogique, mais ce qui est sûr, c'est que ça va être pérennisé et qu'on va avancer dans ce sens, tout en continuant l'expérimentation sur 3 mois, enfin, jusqu'à la fin de l'année, mais derrière ça, en faire une des pratiques, en y incorporant aussi la formation, en étant vraiment en symbiose avec la formation et en touchant les publics, en incorporant cette réflexivité opérationnelle lors des actions de formation vers les publics de chefs d'agré et de chefs de groupe. Daniel, une question de Fabrice qui demandait s'il est envisageable d'enregistrer les équipes pour garder une trace de l'activité et se servir de ces données pour mieux comprendre le travail réel des équipes. Alors, enregistrer, on veut dire par caméra, c'est ça?
Alors, ce n'était pas précisé par Fabrice, mais j'imagine audio ou vidéo, Fabrice. En audio, il précise. En audio. Je n'en étais pas là, je n'en suis pas là. Pourquoi pas? Quelles pourraient être les réserves pour le coup juridiques ou de contentieux de ces idées-bandes ou des choses comme ça? Je n'en sais rien. Mais effectivement, dans la pure stratégie formation, oui, c'est intéressant, sûrement très intéressant. Après, peut-être, encore une fois, sur le terme de responsabilité, d'autres possibilités, peut-être étudier cette possibilité. Personnellement, je ne l'avais pas envisagé, mais c'est une bonne idée. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ok, merci. Du coup, merci Fabrice pour cette question. Est-ce que je crois qu'on arrive à la fin de l'intervention, il est midi moins 10. Est-ce que je vois pas d'autres questions dans le chat. Est-ce que tu voulais conclure tes propos, Daniel? Bien, d'abord, merci beaucoup parce que l'avantage d'être au SDIS 31, d'avoir le soutien et puis le concours de toute la structure a permis quelque part une illustration un peu de ce qu'on a pu écrire dans le GDO, c'est-à-dire que d'une initiative individuelle, on peut en proposer en tout cas une initiative collective. Et quand je vois la montée en puissance après, certes, quelques difficultés, mais 2 ans de travail un petit peu parallèle par rapport au service retour d'expérience, même si c'est assez concurrent, eh bien c'est aussi une des illustrations. Donc c'est vraiment une grande satisfaction de voir que c'est possible. Et de se lancer presque à titre individuel, mais de voir que il y a la force du collectif derrière et qu'on peut arriver à des choses intéressantes pour l'ensemble, non seulement de sa structure, mais éventuellement au-delà. En tout cas, moi, c'est ma grande satisfaction. Et puis, je vous remercie beaucoup de votre écoute et de cette possibilité qui m'a été offerte aujourd'hui de continuer à promouvoir ce concept et cette expérimentation et cette réalisation. Et puis, je peux même vous donner rendez-vous parce que ça, c'est déjà acté. Je pense je suis sûr qu'en 2021, on fera les rencontres nationales Retex au SDIS de la Haute-Garonne, au SDIS 31. Et pour sujet, on aura effectivement un peu ce retour d'expérience de la réflexivité en un des sujets, avec d'autres forcément, mais ça en fera partie. Et du coup, un peu le bilan de cette expérimentation et du potentiel que cela peut dégager, des axes d'amélioration, bien entendu. Voilà. Merci encore à vous tous de m'avoir écouté et puis de m'avoir accepté parmi vous aujourd'hui. Merci à Paul. Merci beaucoup, Daniel. Merci de ta présence et de tes éclairages. Merci à tous de votre présence aussi. On va faire une petite pause au niveau des visio RIOF. On va se laisser l'été pour faire une petite trêve et puis on reprendra en septembre. Je profite de la présence de Fabrice pour remercier qui est le dernier contributeur, le SDIS 44, si vous n'avez pas vu les RIOF, chef d'équipe SPP, SPV, également des idées de livret de suivi de développement des compétences interactives. Vous avez ça dans l'espace RIOF. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Le forum de l'espace RIOF reste ouvert pour les échanges. Et de même, si vous souhaitez continuer si vous avez validé des nouveaux documents et que vous souhaitez les mettre en partage, n'hésitez pas. Si vous rencontrez des difficultés techniques, n'hésitez pas à me rencontrer à ce sujet. Très belle journée à vous, bon appétit et à bientôt. Je clôt l'enregistrement de cette visio.